Oui, c'est une notion qui est assez récente, ça fait une vingtaine, trentaine d'années qu'on commence à parler d'économie verte avec la prise de conscience de la crise environnementale. Et donc c'est une réponse économique finalement à la crise environnementale qui consiste à se dire que désormais la nature finalement, la biosphère, qui jusqu'ici a été considérée comme extérieure aux activités humaines, doit être réintégrée dans les activités humaines et devient une ressource économique. Et donc doit être intégrée dans les grands circuits de l'économie, dans la production, dans le circuit du capital. C'est ceci l'économie verte. L'économie verte est très liée à la croissance verte. C'est-à-dire que l'économie verte, c'est une manière de poursuivre finalement le modèle de croissance, le modèle de développement, en le rendant plus propre, avec le présupposé que ce modèle de croissance est nécessaire pour réduire la pauvreté. Simplement, la croissance ne peut plus être grise comme elle a été pendant 2 siècles. Désormais, on doit avoir une croissance verte. Et c'est, pour moi, l'illusion de la poursuite d'un modèle qui est à l'origine de la crise écologique. Mais illusion donc de pouvoir conserver les fondamentaux de ce modèle tout en sauvant les écosystèmes. Dans le domaine de la biodiversité, puisque c'est notre sujet, je pense qu'on peut très bien comprendre ce qu'est l'économie verte. Aujourd'hui, on se rend compte que dans tous les grands projets d'aménagement, notre grand projet de développement et d'obtention de niveaux de vie importants, justement dont vous parliez, passe par des grands projets d'aménagement. Que ce soit des routes, des autoroutes, des lignes grande vitesse, des grands centres commerciaux, de l'extraction de ressources dans des mines, etc. Autant de projets qui sont très fortement consommateurs de biodiversité. Donc, il y a deux manières de poser le problème face à cela, si on veut véritablement s'occuper de la biodiversité. Donc, et les deux manières sont les suivantes. Première manière, je considère véritablement que ces projets détruisent la biodiversité et qu'aujourd'hui on est dans une phase d'accélération de l'extinction. Et que donc vraiment je dois étudier ces projets en tant que tels pour les ajuster aux contraintes de la biodiversité. Ça, c'est une première chose. C'est ce que moi j'appellerais l'économie verte. C'est-à-dire à ce moment-là, je recalcule mes plans d'aménagement, je décide mes plans d'aménagement en fonction de choses que je ne maîtrise pas, qui sont les circuits de biodiversité, les écosystèmes avec lesquels je ne négocie pas et par rapport auxquels je m'ajuste. Ça, pour moi, c'est de l'économie verte. Mais l'économie verte qui est promue aujourd'hui par les institutions internationales, par les banques, par les grandes banques, par les grandes entreprises, ce n'est pas ça. Nos projets d'aménagement sont indiscutables parce que la croissance est indiscutable, parce que notre mode de vie n'est pas négociable, comme disait un célèbre président des États-Unis, auquel cas c'est la biodiversité que je dois ajuster à ces plans d'aménagement. Et donc je dois maintenant poursuivre ces grands plans d'aménagement et trouver des moyens économiques d'ajuster la biodiversité, notamment par la compensation. Ça, c'est typiquement l'économie verte, telle que je vous l'ai décrite précédemment, c'est-à-dire une tentative de faire entrer la biosphère, la biodiversité, etc., dans le circuit de l'économie, comme variable économique, et dans la rationalité économique. Donc, l'économie verte, c'est beaucoup plus que du greenwashing. C'est même plus, je pense, que du capitalisme vert. C'est réducteur de dire simplement que c'est du capitalisme vert parce que cela touche à des choses qui sont antérieures au capitalisme. C'est une façon d'être par rapport à la nature, une façon de considérer la nature. La nature, dans le cadre de l'économie verte, désormais devient non seulement un objet extérieur, comme c'est dans la tradition occidentale, que je peux maîtriser, que je peux posséder, que je peux m'approprier, elle devient, la nature, une véritable entreprise. C'est une entreprise qui produit des services écosystémiques
elle les produit gratuitement, et ce qui en économie pose un problème, la gratuité. Et donc si je veux avoir une gestion économique rationnelle de la nature, je dois travailler cette gratuité de façon à rendre cette entreprise extraordinaire qu'est la nature, de façon à la rendre rentable. Et ça, bon, bien entendu, c'est la poursuite finalement de la pensée cartésienne, hein, qui en arrive à considérer la nature simplement comme un assemblage d'outillages, hein, qui produit des services écosystémiques pour les humains dans une vision totalement anthropocentrique et utilitariste de la nature. Mais cette façon, hein, de réduire la nature, cette réduction de la nature à sa capacité à produire des services écosystémiques, je pense que c'est une véritable révolution anthropologique. Et à la faire entrer dans le circuit du capital, ce n'est plus comme dans le capitalisme, on ne se contente pas de ponctionner dans la nature. On a ponctionné depuis des millénaires dans la nature. Dans le capitalisme, on a accéléré les ponctions dans la nature, évidemment, l'extraction. On ne se contente pas seulement de ça. Désormais, on doit faire travailler la nature. Et elle travaille, d'ailleurs. Elle est censée travailler. Elle travaille pour nous. Et nous devons nous accaparer ce travail gratuit et renouvelé de la nature. C'est une façon, je crois, parce que la biodiversité, c'est la vie, tout simplement, c'est une façon, je crois, de faire entrer la production de la vie dans la machine économique. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il y a une véritable rupture anthropologique. On prend un propriétaire terrien, par exemple, ou un grand aménageur, qui se lance dans un projet d'aménagement et qui risque de faire disparaître une espèce qui est particulièrement menacée. Il n'est pas certain qu'il la fasse disparaître. Il va s'assurer par rapport à ce risque. Évidemment, donc, ça suppose qu'il y ait une banque, un investisseur financier, un institut financier qui s'occupe de la gestion de ce risque-là et qui donc va assurer cet aménageur concernant le risque de faire disparaître telle ou telle espèce. Si l'espèce ne disparaît pas, c'est tout gain pour l'assureur. Si l'espèce disparaît, c'est gain pour celui qui s'est assuré. Voilà pourquoi. Et contrairement souvent à ce qui est annoncé dans ces préconisations-là, il y a ce qu'on appelle en économie l'aléa moral. C'est-à-dire que ceci peut fonctionner si je décide que l'aménageur est profondément honnête et qu'effectivement il est préoccupé profondément par le maintien de l'espèce pour laquelle il s'est assuré, et que donc il va tout faire pour éviter, évidemment, il s'est assuré, il va tout faire pour éviter la disparition de l'espèce. J'assure ma maison contre l'incendie, a priori, je vais quand même tout faire pour que l'incendie ne se produise pas. Mais je peux avoir aussi ce qu'on appelle des situations d'aléa morale, qui consiste à dire, mais finalement, s'il y avait un incendie, ça me permettrait de reconstruire ma maison, qu'elle en a bien besoin, etc., etc. Donc j'ai provoqué l'incendie. Et donc je peux aussi être extrêmement négligent sur la préservation de l'espèce en question, en espérant peut-être même qu'elle disparaisse, de façon à toucher les primes que m'avait promis la société d'assurance. Et donc on voit se développer des théories, des propositions importantes aux États-Unis pour développer de façon très très large tout un système de produits dérivés, justement, de tous ces produits financiers qui sont des produits d'assurance dans ce cas-là, hein, qui sont des produits d'assurance pour préserver des espèces, pour préserver des habitats. Pas seulement des espèces, hein, pour préserver aussi les habitats de ces espèces. Et donc ceci se développe considérablement. Alors, évidemment, on se retrouve quasiment avec le même type d'instrument
que ceux que nous avons eus dans la crise financière que nous avons vécue, que nous vivons toujours depuis 2007, c'est-à-dire un empilement de titres au titre de titres qui servent à s'assurer par rapport à des risques. On a aujourd'hui véritablement un empilement de titres qui sont, dont le but est de se prémunir par rapport à des risques. En particulier, risque de disparition d'espèces ou risque de disparition d'habitat. Alors, ils sont comparables dans la mesure où ce sont une fois que ce titre est émis, une fois que j'ai acheté mon assurance, une fois que le titre est émis, il peut circuler. C'est-à-dire, ce n'est pas, en ce sens qu'on appelle ça un dérivé, le titre ne porte pas, mon titre de propriété, ne porte pas sur l'espèce, l'oiseau rare à sauver, il va porter sur le risque de la disparition de cette espèce. Moi, j'ai acheté auprès d'une compagnie d'assurance, d'un fonds financier, un titre qui me permet de m'assurer contre le risque de disparition, que je fasse disparaître cette espèce. Et ce titre-là, je peux le revendre. Et donc, il y a un marché secondaire, qui est un marché des dérivés, qui ne porte pas, si vous voulez, sur, véritablement, c'est pour ça qu'on appelle ça dérivé, qui ne porte pas sur l'objet initial. Et là, dans la crise financière que nous avons eue, on a eu une explosion de tous ces produits dérivés, justement, de tous ces produits d'assurance par rapport au risque. Et ensuite, il y a l'assurance de l'assurance, il y a l'assurance de l'assurance de l'assurance. C'est infini, il n'y a plus aucune limite. Et donc, ce qui circule, ce sont ces assurances qui étaient essentiellement des assurances dans la crise financière contre le défaut de paiement, qui se sont empilées véritablement sans plus correspondre véritablement ensuite à une valeur réelle. Et donc le risque que nous avons, c'est absolument le même, c'est-à-dire que toute une activité financière de ce qu'on appellera la finance verte se construise, parce que c'est un véritable jeu pour tous ces traders, etc. Peu importe la nature du bien qui est échangé, ça n'a aucune importance. Que le dérivé soit sur un oiseau, soit sur du riz, soit sur du pétrole, ou soit sur une action, ça n'a aucune importance. La nature du support initial n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le rendement à la fin. Donc s'il y a du rendement possible, en spéculant sur la disparition d'une espèce, mais pourquoi pas? Alors, je vais prendre un exemple d'un produit dérivé de fait qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle la titrisation des revenus futurs, qui est beaucoup utilisée en particulier dans les pays du Sud, dans toutes les politiques, dit-on, de gestion durable de la forêt. C'est-à-dire qu'on suppose que jusqu'ici, les populations qui habitaient la forêt avaient une gestion non durable et que donc il faut maintenant mettre en place une gestion durable. Pour ceci, on a besoin de financement pour mettre en place cette gestion durable des forêts. Et on mobilise souvent les populations, d'ailleurs, pour assurer cette gestion durable des forêts, populations qui n'ont pas de moyens financiers. Donc, on va pouvoir vendre finalement sur les marchés financiers des titres qui sont des droits sur des revenus futurs que donnera la gestion durable de la forêt. Revenus futurs qui sont par exemple une meilleure captation du carbone, c'est-à-dire davantage de tonnes de carbone qui seront emmagasinées par la forêt et qui vont donner une plus grande somme d'argent calculée à la tonne de carbone. Et ainsi, la gestion durable des forêts engendre des revenus. Ces revenus sont titrisés, puisqu'ils n'existent pas encore au moment où se passe le contrat, mais on vend donc un titre, qui est un titre de propriété, une sorte de titre de propriété sur des revenus futurs. Bon, évidemment, on a tendance à surestimer les revenus futurs
pour rendre ce produit financier tout à fait attractif. Ce produit financier, une fois qu'il est émis, il ne reste pas dans la main de l'émetteur. Une fois qu'il est émis, il circule, bien entendu. Il circule et on peut spéculer sur les revenus futurs qui seront engendrés par la gestion durable de la forêt. Donc il existe déjà ce type de produits qui sont des sortes de contrats à terme, et qui rentrent dans tout ce processus de dérivation des produits. Donc là, ça existe. Et très généralement, comme aujourd'hui, dans le cadre des Nations Unies, c'est le programme lié à la lutte contre la déforestation, avec le programme REDD+, qui est sans doute le plus avancé et qui est avancé au niveau international. C'est pas simplement dans un continent que ce phénomène de titrisation des revenus futurs, c'est quelque chose qui se généralise, d'autant que on nous dit que les finances publiques ne peuvent plus financer la gestion durable des forêts, et donc il faut faire appel à des fonds privés, et ces fonds privés ne vont venir que s'il y a à gagner, bien sûr, sur cette gestion durable des forêts, d'où ce processus de titrisation qui est finalement une spéculation sur la probabilité ou pas de revenus futurs. Alors les conséquences, bon, je crois qu'on a eu pas mal de conséquences dans la finance qui n'était pas verte, de ce type de produits, de contrats à terme. C'est que, je disais, les revenus futurs sont très largement surestimés. Et on peut penser du coup que les fameux titres qui sont fondés sur des revenus surestimés sont vraiment ce qu'on a appelé des titres pourris, des junk bonds, des titres vraiment pourris, dans la mesure où le revenu qu'ils sont censés fournir à celui qui possède le titre, lorsque ces revenus seront réels, seront très inférieurs aux revenus qui avaient été estimés et titrisés au départ. Donc là, on a un gap, un vide énorme, un creux entre la valeur réelle du revenu qui sera retiré de la gestion durable des forêts et ce qui avait été estimé et sujet du titre. Et donc un effondrement financier. Et donc une gestion durable des forêts qui dépend finalement au niveau de son financement de titres qui sont des titres pourris, qui le jour où ça s'effondre font qu'il n'y a plus de financement de la gestion durable des forêts. Et des paysans, des habitants des forêts qui s'étaient reconvertis dans la gestion durable des forêts n'ont plus ont perdu ce qui était leur vie antérieure bien souvent et n'ont plus de revenus ensuite liés à leur travail sur la forêt. Je pense que contrairement à ce que nous disent beaucoup d'économistes qui considèrent la création de ces marchés comme quelque chose d'absolument naturel, allant dans le bon sens, je crois que non. Ça va véritablement à l'encontre du bon sens. Et qu'il faut aujourd'hui toute une ingénierie idéologique, culturelle, technique pour mettre en place cette idée-là. On y arrive, il y a des moyens, on a véritablement, je crois, une pollution de l'esprit qui commence vraiment à se développer, mais c'est très compliqué. L'idée qu'il puisse y avoir des acteurs qui arrivent à faire du profit, parce qu'il s'agit de cela, sur la destruction, que la destruction est devenue source d'enrichissement. Évidemment, c'est extrêmement... ça ne correspond pas au bon sens. Pas du tout, contrairement à ce qu'on nous dit. Parce que qu'on puisse faire du profit en créant quelque chose, par la création, par la croissance de quelque chose, je crois que ça peut être entendu. En revanche, qu'on puisse utiliser la destruction pour pouvoir s'enrichir, c'est quelque chose qui défie un peu notre raison. Ce n'est pas raisonnable, c'est sans doute rationnel sur le plan économique, mais ce n'est pas raisonnable.